Les nazis ne comprenaient pas comment 10 000 juifs s'échappèrent de Hongrie, jusqu'à découvrir qu'un homme utilisait sa plume comme une arme. Raoul Wallenberg. Novembre 1944, 7h23, gare de Józsefváros, Budapest, Hongrie. L'Obersturmbannführer Adolf Eichmann observait avec une irritation à peine contenue, tandis qu'un autre train de déportation quittait le quai avec moins de juifs que prévu. Il avait planifié d'en charger 2000. Il n'y en avait que 1400. 600 avaient disparu pendant la nuit. « Comment est-ce possible ?» hurla-t-il à son subordonné. « Nous avons Budapest encerclée. Des ghettos scellés, des patrouilles constantes. Comment 600 juifs peuvent-ils disparaître ?» Son subordonné, nerveux, répondit « Les documents, Herr Obersturmbannführer. Ils ont des documents qui semblent légitimes. Des passeports suédois, des certificats de protection. Nos gardes ne savent pas s'ils sont vrais ou faux. » Eichmann frappa son bureau. Il était l'architecte de la Shoah en Hongrie, responsable de la déportation de 437 000 juifs hongrois vers Auschwitz entre mai et juillet 1944. Cela avait été une machine d'efficacité. Mais depuis juillet, quand Horthy avait stoppé les déportations, et surtout depuis octobre, quand le parti des Croix fléchées avait pris le pouvoir, quelque chose avait changé. Des Juifs qui auraient dû se trouver dans des trains vers Auschwitz présentaient des documents de protection étrangère. Des immeubles entiers déclaraient une extraterritorialité. Des milliers disparaissaient dans des maisons protégées, supposément sous juridiction suédoise. « Qui est derrière tout ça ?» demanda Eichmann. « Un Suédois, Herr Obersturmbannführer. Un jeune diplomate, Wallenberg. Raoul Wallenberg. » Eichmann connaissait ce nom. Il l'avait vu dans de multiples rapports. Mais comment un diplomate d'un pays neutre, sans armée, sans armes, sans pouvoir militaire, pouvait-il entraver une opération qui avait tué un demi-million de Juifs en quelques mois? Ce qu'Eichmann ne comprenait pas, et ne comprendrait qu'après la guerre, lorsque des témoignages révéleraient toute la vérité, c'est que Raoul Wallenberg avait transformé l'outil le plus banal, papier, encre, tampons officiels, en l'arme de résistance la plus efficace de Budapest. Il avait conçu un document sans réelle valeur juridique, mais si officiel en apparence que les nazis le respectaient par pur réflexe bureaucratique. Et avec ces papiers faux mais convaincants, Wallenberg avait bâti un système qui sauverait non pas des centaines, mais des dizaines de milliers de vies, non par la violence, mais par une audace administrative si extrême qu'elle frôlait l'absurde. Voici l'histoire de la façon dont un diplomate suédois de 32 ans transforma Budapest en forteresse de papier contre le génocide. Comment la bureaucratie devint une arme contre le totalitarisme, et comment un homme, armé de rien sinon d'un courage extraordinaire et d'une capacité à falsifier des documents, sauva plus de Juifs que presque tout autre non-juif pendant la Seconde Guerre mondiale. L'homme avant la mission. Raoul Gustav Wallenberg naquit le 4 août 1912 à Stockholm, dans l'une des familles les plus éminentes de Suède. Les Wallenberg étaient une dynastie bancaire et diplomatique, l'équivalent suédois des Rothschild ou des Rockefeller. Richesse, pouvoir, relations capables d'ouvrir n'importe quelle porte. Mais Raoul était un cas particulier. Son père, officier de marine, était mort d'un cancer 3 mois avant sa naissance. Il grandit sous la tutelle de son grand-père paternel, Gustav Wallenberg, diplomate et banquier qui avait un plan précis pour l'enfant. Une éducation cosmopolite, une exposition à de multiples cultures, une préparation au leadership dans les affaires internationales. À 17 ans, Raoul fut envoyé étudier l'architecture à l'Université du Michigan, aux États-Unis. C'était un choix inhabituel pour l'héritier d'une dynastie bancaire,
mais Raoul avait une véritable passion pour le design, pour créer des espaces qui améliorent la vie des êtres humains. Il obtint son diplôme avec les honneurs en 1935. Il passa ensuite des mois à voyager à travers les États-Unis pendant la Grande Dépression. Voyant la pauvreté, l'inégalité, la souffrance, un contraste violent avec les privilèges de son enfance. C'était une leçon d'humanité que son grand-père n'avait pas prévue, mais qui forma le caractère de Raoul bien plus que n'importe quel cours universitaire. Il revint en Suède en 1936. Il travailla brièvement dans une banque familiale, puis s'y ennuya. La finance n'utilisait pas ses talents, ne satisfaisait pas son besoin de faire quelque chose de significatif. Il accepta alors un poste dans une entreprise d'import-export, dirigée par un juif hongrois nommé Kalman Lauer. Lauer, qui avait fui l'antisémitisme en Hongrie, reconnut chez Raoul quelque chose de rare. Une combinaison de privilèges qui ouvre les portes et d'empathie sincère, qui donne envie d'utiliser ce privilège pour le bien. Une amitié étroite naquit entre les deux. Raoul voyageait souvent à Budapest pour ses affaires, connaissait la ville, parlait un peu hongrois. En 1944, lorsque la situation des Juifs hongrois devint désespérée, Lauer avait des liens avec le War Refugee Board américain, une organisation créée par Roosevelt pour sauver les Juifs d'Europe. Ils avaient besoin de quelqu'un à Budapest, quelqu'un de neutre, avec accès à des ressources, et d'un courage hors du commun. Lauer proposa Raoul Wallenberg. C'était un choix improbable. Un architecte de 31 ans, sans expérience diplomatique, sans formation aux opérations de sauvetage, sans passé héroïque. Mais il possédait des avantages uniques. Un passeport suédois d'un pays neutre, une crédibilité sociale portée par la richesse familiale, et quelque chose d'intangible que Lauer avait observé. Une volonté de tout risquer dès le départ. En juin 1944, le War Refugee Board et le gouvernement suédois acceptèrent d'envoyer Wallenberg à Budapest comme secrétaire de légation, un titre diplomatique modeste qui lui donnait l'immunité, mais peu de responsabilités officielles. Sa mission réelle, sauver le plus de Juifs hongrois possible, par tous les moyens nécessaires. Wallenberg accepta sans hésiter. Le 9 juillet 1944, il arriva à Budapest avec une liste de 600 Juifs nécessitant une protection urgente, de l'argent fourni par le War Refugee Board et absolument aucune idée de comment il accomplirait la mission impossible qu'il s'apprêtait à entreprendre. La Hongrie en 1944. Pour comprendre le génie de l'opération Wallenberg, il faut saisir le contexte unique de la Hongrie en 1944. La Hongrie était alliée de l'Allemagne nazie, mais conservait une autonomie relative sous la régence de l'amiral Miklos Horthy. Contrairement à la Pologne ou aux Pays-Bas, où les nazis appliquèrent le génocide immédiatement. La Hongrie protégea relativement ses 800 000 Juifs jusqu'en 1944. Il y avait de la discrimination, oui, mais pas de déportation massive. Tout changea brutalement le 19 mars 1944, lorsque l'Allemagne occupa la Hongrie, craignant que Horthy ne négocie une paix séparée avec les Alliés. Adolf Eichmann arriva personnellement pour superviser la solution finale en Hongrie. Ce qui suivit fut un génocide d'une vitesse et d'une efficacité terrifiante. Entre le 15 mai et le 9 juillet 1944, moins de 2 mois, Eichmann déporta 437 000 Juifs hongrois à Auschwitz. Ce fut l'opération la plus rapide et la plus meurtrière de toute la Shoah. Des trains partaient chaque jour, chargés de milliers de personnes. La plupart étaient assassinés immédiatement à leur arrivée. En juillet, il ne restait qu'environ 200 000 Juifs, presque tous à Budapest. Horthy, sous pression internationale, stoppa temporairement les déportations.
mais la situation restait précaire. À tout moment, les déportations pouvaient reprendre. C'est précisément à cet instant, le 9 juillet, que Raoul Wallenberg arriva à Budapest. Il arrivait dans une ville où un demi-million de personnes avaient été déportées en quelques semaines, où la machine de mort tournait avec une efficacité industrielle, où la probabilité de réussite semblait nulle. Mais Wallenberg avait un avantage qu'Eichmann n'avait pas anticipé. Il comprenait que les nazis, malgré leur brutalité, étaient fondamentalement des bureaucrates. Ils respectaient les papiers, les formulaires, les cachets officiels. Leur système dépendait d'une documentation méticuleuse. Et Wallenberg allait exploiter cette dépendance d'une façon qui sauverait des dizaines de milliers de vies. L'invention du Schutzpass. La première action de Wallenberg à Budapest fut de visiter la légation suédoise pour évaluer l'opération existante. Il constata que des diplomates suédois avaient déjà émis environ 700 certificats de protection pour des Juifs ayant des liens familiaux ou économiques avec la Suède. Ces documents étaient simples. Des lettres sur papier à en-tête de la légation, déclarant que le porteur était sous protection suédoise en attendant une émigration vers la Suède. Techniquement, il n'avait aucune valeur légale. La Suède n'avait pas l'autorité d'accorder unilatéralement la citoyenneté. Mais il semblait officiel, et les nazis les respectaient souvent par confusion bureaucratique. Wallenberg y vit un potentiel. Si 700 documents pouvaient sauver 700 personnes, pourquoi pas 7000 ou 70 000? Mais les certificats existants étaient insuffisants. Ils ressemblaient à de simples lettres, faciles à ignorer. Wallenberg avait besoin de quelque chose de plus imposant, plus officiel, plus intimidant. Il lui fallait des documents que les nazis respecteraient instinctivement. Grâce à sa formation en architecture et en design, Wallenberg créa le Schutzpass, passeport de protection. Ce fut un chef-d'œuvre de design psychologique. Dimension, format standard de passeport, plié en 3 volets. Un objet familier pour des bureaucrates habitués aux documents de voyage. Couleur, jaune et bleu. Les couleurs du drapeau suédois. Visuellement distinctif, impossible à confondre. Symbole, la couronne suédoise au centre, les 3 couronnes des armoiries. Des symboles d'autorité royale, suggérant l'appui de l'État suédois. Texte, imprimé en hongrois, en allemand et en suédois. Déclarait que le porteur était sous protection du gouvernement suédois, en attente de rapatriement, et relevait entre-temps de la juridiction de la légation. Photo et signature, photo du porteur, multiples signatures et cachet officiel. Plus officiel que bien des documents authentiques. Numéro de série. Chaque Schutzpass avait un numéro unique, suggérant un système administratif organisé, ce que les nazis respectaient. Point crucial. Le Schutzpass n'avait aucune validité juridique réelle. La Suède n'avait pas accepté d'accueillir des milliers de réfugiés. Le gouvernement hongrois n'avait pas officiellement reconnu cette protection. C'était essentiellement une falsification sophistiquée. Mais l'objet paraissait si officiel, si important, si parfaitement conforme aux réflexes administratifs que les nazis et les autorités hongroises l'acceptaient fréquemment, surtout les gardes de bas niveau, qui ne voulaient pas risquer de rejeter un document potentiellement légitime. Wallenberg commença à imprimer les Schutzpass à l'échelle industrielle. Il installa un bureau à la légation suédoise qui fonctionnait comme une usine à documents. Il employa des dizaines de juifs hongrois comme personnel, leur offrant une immunité diplomatique de fait pendant qu'ils produisaient des papiers qui sauveraient des milliers d'autres. En août 1944, il émettait des centaines de Schutzpass par semaine. En septembre, des milliers. Les maisons protégées.
Mais le Schutzpass n'était que la première étape. Wallenberg se heurta à un problème pratique. Où loger ces milliers de personnes munies de documents de protection? Les ghettos étaient dangereux, soumis aux rafles. Il fallait un refuge physique que les nazis respecteraient. Wallenberg développa le concept des maisons protégées, des immeubles entiers déclarés annexes de la légation suédoise, donc techniquement territoire suédois, placés sous protection extraterritoriale. C'était une fiction juridique et une audace absolue. Une légation se limite en principe à un bâtiment d'ambassade. Wallenberg déclarait que 30 immeubles répartis dans Budapest étaient du territoire suédois. Il n'avait pas l'autorité pour cela. Le gouvernement hongrois n'avait jamais approuvé. Mais il agissait avec une confiance si totale que les autorités supposaient que c'était légal. Il acheta et loua des bâtiments avec les fonds du War Refugee Board. Il suspendit d'immenses drapeaux suédois aux façades. Il installa des plaques proclamant « Ce bâtiment est sous la protection de la légation de Suède. Entrée interdite sans autorisation. » À l'intérieur, il entassa des milliers de Juifs. Les conditions étaient brutales. Des immeubles prévus pour 50 personnes en abritaient 300. Mais c'était une relative sécurité dans une ville où l'alternative était la déportation. En octobre 1944, Wallenberg administrait un réseau de 31 maisons protégées, abritant environ 15 000 Juifs. C'était une opération logistique massive. Il fallait nourriture, eau, sanitaire, sécurité. Il employa des centaines de personnes, créant une bureaucratie parallèle aussi complexe qu'une administration municipale. Les nazis, perturbés par l'apparence de légitimité, respectaient généralement ces maisons. Ils tentaient parfois des rafles. Mais Wallenberg ou ses équipes apparaissaient avec des documents, invoquaient la juridiction diplomatique, citaient des conventions internationales. Des officiers nazis, formés à respecter les procédures, reculaient souvent. C'était la victoire du papier sur la puissance. Wallenberg avait créé une protection physique à partir de rien, sinon une fiction juridique portée par une conviction absolue. L'audace extrême. Mais le véritable génie de Wallenberg n'était pas seulement la conception des documents ou des maisons protégées. C'était son audace personnelle. Sa volonté de confronter les nazis directement, avec pour seules armes la confiance et des papiers. Incident à la gare de Józsefváros, octobre 1944. Wallenberg apprit qu'un train était en cours de chargement pour une déportation. Il se précipita à la gare, arrivant au moment où les portes des wagons se fermaient. Il se plaça devant le train et cria en allemand « Ce train ne peut pas partir. Il y a des citoyens suédois à bord. » Des SS lui ordonnèrent tout connard de s'écarter. Wallenberg refusa. Il grimpa sur le toit d'un wagon et commença à passer des Schutzpass par les fenêtres. « Si vous avez ceci, descendez. Vous êtes sous protection suédoise. » Des gardes tirèrent sur lui, volontairement à côté, pour l'intimider. Wallenberg continua, calmement, à distribuer des documents. Environ 100 personnes descendirent du train avec des Schutzpass. Wallenberg les escorta hors de la gare. Techniquement, les nazis auraient pu l'arrêter. Ils auraient pu ignorer les documents. Mais la confiance absolue de Wallenberg, sa mise en scène d'autorité diplomatique, créa suffisamment de confusion pour que les gardes laissent faire le sauvetage. Incident lors d'une marche de la mort, novembre 1944. Quand les déportations par train devinrent difficiles à cause de l'avancée soviétique, les nazis forcèrent des milliers de Juifs à des marches de la mort vers l'Autriche. 200 km en hiver. Sans nourriture suffisante, sans vêtements adéquats, sans abri. Wallenberg parcourut la route en voiture, distribuant des Schutzpass aux marcheurs. Il affronta les gardes. Ces personnes sont sous protection suédoise.
elles doivent être libérées. Les gardes répondaient que ces documents n'étaient pas valables hors de Budapest. Wallenberg insistait que la juridiction suédoise s'étendait à tous les porteurs de Schutzpass. Il citait des conventions internationales qui ne s'appliquaient pas. Il menaçait de conséquences diplomatiques qu'il n'avait pas le pouvoir d'imposer. Mais il parlait avec une telle autorité, une telle conviction, que les gardes cédaient souvent. Au fil de multiples interventions sur les routes de marche, Wallenberg sauva des centaines de personnes supplémentaires. Confrontation avec Eichmann, novembre 1944. Lors d'un dîner organisé par des officiers hongrois, Wallenberg fut présenté à Adolf Eichmann. Eichmann, qui connaissait sa réputation, lança une menace. « Des accidents peuvent arriver, même à des diplomates neutres. » Wallenberg répondit calmement « Oui, des accidents peuvent arriver. » Aussi à des officiers SS, après la défaite de l'Allemagne. Assurez-vous d'être du bon côté de l'histoire. C'était une menace directe au cœur du système. Eichmann, surpris par une telle franchise, ne répondit pas. Wallenberg venait de retourner son intimidation contre lui. Le système complet. En novembre 1944, Wallenberg avait construit un système de sauvetage à l'échelle industrielle. Production de documents. Un bureau à la légation produisait 1000 Schutzpass par jour. Une équipe d'environ 40 personnes travaillait en continu. Les presses tournaient sans cesse. On estime que 20 000 à 30 000 Schutzpass furent émis au total, même si le chiffre exact reste incertain. Maisons protégées, 31 bâtiments abritant environ 15 000 personnes. Un réseau de distribution alimentaire nourrissait des milliers. Un système médical improvisé traitait les maladies. Des écoles de fortune accueillaient les enfants. Réseau d'informateurs. Des employés infiltrés dans l'administration hongroise avertissaient des rafles à venir. Wallenberg pouvait évacuer des maisons menacées et déplacer des gens avant l'arrivée des nazis. Sauvetages actifs. Des équipes dirigées par Wallenberg interceptaient les déportations dans les gares, sur les routes de marche, parfois même dans les ghettos. Elles distribuaient des Schutzpass, invoquaient la juridiction et arrachaient littéralement des gens au train. Coordination internationale. Wallenberg coopérait avec d'autres diplomates neutres, suisses, espagnols, portugais, partageant stratégie et protection. Ensemble, ils créèrent un ghetto international à Budapest, où environ 33 000 juifs vivaient sous protection combinée. Financement. Le War Refugee Board fournit environ 100 000 $, l'équivalent d'environ 1,7 million aujourd'hui. Wallenberg utilisa aussi des fonds personnels et emprunta à des contacts suédois. Cet argent permit d'acheter des immeubles, de nourrir et de corrompre des responsables. Personnel. Il employa des centaines de juifs hongrois. En les recrutant à la légation, il leur donnait une protection de facto tout en augmentant la capacité opérationnelle. C'était une machine de sauvetage, aussi organisée et bureaucratiquement complexe que la machine de génocide qu'elle combattait, mais elle opérait avec du papier, pas avec des armes, avec l'audace, pas avec la violence. Le siège de Budapest, décembre 1944. L'Armée rouge encercla Budapest. Le siège dura jusqu'en février 1945. La ville devint un champ de bataille urbain d'une brutalité extrême. Pour les Juifs restants, le siège créa un danger double. Les nazis et les croix fléchées, sachant la guerre perdue, intensifièrent les massacres. Ils ne pouvaient plus déporter, alors ils exécutaient. Des escadrons de la mort traînaient des Juifs sur les rives du Danube, les abattaient et laissaient les corps tomber dans le fleuve. Wallenberg étendit ses opérations dans l'urgence. Les maisons protégées étaient sous le feu de l'artillerie. La nourriture manquait, mais il continuait,
se déplaçant sous les bombardements, sauvant des personnes une par une. Incident du Grand Ghetto, janvier 1945. Les Croix fléchées planifiaient le massacre de 70 000 Juifs enfermés dans le Grand Ghetto de Budapest. Wallenberg affronta un commandant hongrois. « Si vous autorisez ce massacre, je témoignerai à votre procès pour crime de guerre. » C'était un bluff. Wallenberg n'avait pas l'autorité de garantir un procès. Mais la menace fonctionna. Le commandant, inquiet pour son avenir, annula la tuerie. 70 000 vies sauvées par une conversation. Le 13 janvier 1945, les troupes soviétiques entrèrent dans Budapest. Le ghetto fut libéré. Wallenberg avait réalisé l'impossible. Maintenir en vie des dizaines de milliers de personnes pendant des mois de génocide et de siège. La disparition. Le 17 janvier 1945, 4 jours après la libération, Raoul Wallenberg fut contacté par des officiers soviétiques. Ils lui demandèrent de les accompagner au quartier général soviétique à Debrecen. Ils affirmèrent que le commandant soviétique voulait le remercier pour ses efforts. Wallenberg accepta, emmenant son chauffeur, Vilmos Langfelder. Ils roulèrent vers les lignes soviétiques. Il ne revint jamais. Ce qui se passa exactement demeure un mystère jusqu'à aujourd'hui. Les Soviétiques affirmèrent d'abord ne rien savoir. Puis, ils dirent qu'il était mort en prison en 1947. Puis, ils changèrent leur version à plusieurs reprises. L'explication la plus probable. Les Soviétiques soupçonnaient Wallenberg d'être un espion américain. Le War Refugee Board avait des connexions avec l'OSS, précurseur de la CIA. Wallenberg transportait de l'argent américain et opérait avec un soutien américain. Dans la paranoïa de l'après-guerre, cela suffisait pour l'arrêter. Il fut emmené à Moscou, probablement interrogé, possiblement exécuté. La famille Wallenberg passa des décennies à chercher des réponses, à faire pression sur les gouvernements soviétiques puis russes. Elle n'obtint jamais de confirmation définitive. Raoul Wallenberg disparut dans le système carcéral soviétique, victime d'un régime qui, ironiquement, avait aidé à vaincre les nazis qu'il avait combattus avec tant de brio. L'héritage. Les chiffres racontent une histoire implacable. Quand Wallenberg arriva à Budapest en juillet 1944, environ 200 000 Juifs s'y trouvaient encore. Lorsque Budapest fut libérée en janvier 1945, environ 120 000 avaient survécu. Il est impossible d'attribuer une survie à une seule personne en temps de guerre. Mais les historiens estiment que Wallenberg sauva directement 20 000 à 30 000 personnes grâce aux Schutzpass et aux maisons protégées. Indirectement, son exemple inspira d'autres diplomates, le Suisse Karl Lutz, l'Espagnol Ángel Sanz Brice, qui, ensemble, sauvèrent des dizaines de milliers de personnes supplémentaires. Comparé à d'autres sauveteurs, l'échelle apparaît clairement. Oskar Schindler, 1200 Juifs sauvés. Irena Sendler, 2500 enfants sauvés. Nicholas Winton, 669 enfants sauvés. Raoul Wallenberg, 20 000 à 100 000 sauvés, selon le calcul de l'impact indirect. Wallenberg sauva plus de Juifs que presque tout autre non-juif individuel pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il le fit non avec des armes, mais avec du papier, de l'encre et une audace extraordinaire. En 1981, le Congrès américain accorda à Wallenberg la citoyenneté honorifique, faisant de lui seulement la deuxième personne de l'histoire des États-Unis, après Winston Churchill, à recevoir cet honneur. En 1985, Israël le reconnut juste parmi les nations. Des statues, des mémoriaux, des rues portent son nom dans des villes du monde entier. Les survivants témoignent les entretiens avec des survivants, révèlent l'impact personnel de l'opération Wallenberg. Thomas Veress
sauvé à 12 ans. Ma famille était dans un train vers Auschwitz. Wallenberg est monté sur le toit du wagon et a passé des Schutzpass par les fenêtres. Ma mère en a attrapé un. Les gardes nous ont laissé descendre. 3 jours plus tard, ce train est arrivé à Auschwitz. Tous ont été assassinés, immédiatement. Je suis vivant parce qu'un Suédois est monté sur un toit sous le feu nazi et nous a donné du papier. Susanne Tabor, sauvée à 8 ans. Nous vivions dans une maison protégée, rue Podsoni. Nous avions faim, froid, peur. Mais nous étions vivants. Wallenberg venait régulièrement vérifier les conditions. Une fois, il a apporté du chocolat. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Il l'a distribué lui-même. Je me souviens de ses mains. Des mains d'un homme qui aurait pu vivre dans un palais, mais avait choisi d'être dans un ghetto. Ses mains m'ont donné du chocolat et la vie. Erwin Korani, sauvé à 19 ans. J'ai été capturé par les croix fléchées et emmené sur la rive du Danube pour être exécuté. Nous étions 50 alignés. Ils ont commencé à tirer à une extrémité. J'étais au milieu, attendant la balle. Puis j'ai entendu une voix crier en allemand. Wallenberg était arrivé. Il soutenait que nous étions des citoyens suédois, protégés. C'était absurde. Nous étions des juifs hongrois, pas suédois. Mais il parlait avec une telle autorité que les officiers ont hésité. Pendant qu'ils discutaient, certains d'entre nous ont couru. J'ai survécu parce qu'un homme a insisté sur une fiction juridique avec une conviction totale. Analyse. Pourquoi ça a fonctionné? L'opération Wallenberg a réussi pour des raisons qui révèlent les failles du système nazi. Exploitation de la mentalité bureaucratique. Les nazis étaient des bureaucrates obsédés par les procédures. Le génocide s'exécutait par papier, formulaire, ordres écrits. Wallenberg créa des documents si officiels, en apparence, que les nazis les respectaient par réflexe. Un piratage psychologique. Il utilisa leur addiction à la bureaucratie contre eux. Neutralité suédoise. La Suède était neutre et importante pour le commerce allemand. Les nazis ne voulaient pas de crise diplomatique. Quant à ça, Wallenberg invoquait la juridiction suédoise. Il créait une ambiguïté que les nazis préféraient éviter plutôt que clarifier. Chaos de fin de guerre. Fin de 1944. L'Allemagne perdait. La bureaucratie se désagrégeait. Les communications étaient difficiles. Un Schutzpass qui aurait été contesté en 1941 était accepté en 1944, faute de temps et de moyens pour vérifier. Audace personnelle, Wallenberg agissait avec une assurance intimidante. Il ne suppliait pas, il exigeait. Il citait des lois internationales, menaçait de conséquences diplomatiques. Sa classe sociale, son éducation, ses connexions projetaient une autorité que peu de gens pouvaient imiter. Coordination avec d'autres sauveteurs. Wallenberg n'était pas seul. Les Suisses, les Espagnols, les Portugais émettaient des documents similaires. Ensemble, ils créèrent une protection assez vaste pour que les nazis ne puissent pas l'ignorer complètement. Timing Wallenberg arriva exactement quand les nazis étaient les plus vulnérables. Après les grandes déportations, mais avant la libération. 6 mois plus tôt, il aurait été écrasé par l'efficacité nazie. 6 mois plus tard, il n'aurait plus été nécessaire. Son timing fut parfait. Ressources. Les fonds du War Refugee Board permirent d'acheter des immeubles, de nourrir, de corrompre, d'organiser une opération massive. Sans ressources, l'audace seule n'aurait pas suffi. La question morale. Mais l'opération Wallenberg pose une question inconfortable. Tout cela était-il légal? Non. Les Schutzpass n'avaient pas de validité juridique réelle. Les maisons protégées n'avaient pas de statut diplomatique légitime. Wallenberg
falsifiait des documents, mentait sur son autorité, opérait hors du mandat diplomatique strict. Au regard d'un droit international rigoureux, une grande partie de ces actes était techniquement illégale. Mais il sauva des dizaines de milliers de vies. C'est la tension centrale de la résistance au génocide. L'égalité contre moralité. Les lois nazies imposaient la déportation. Résister était illégal. Obéir était immoral. Wallenberg choisit la moralité plutôt que la légalité. Il falsifia parce que la vérité tuait. Il mentit parce que l'honnêteté assassinait. Il agit illégalement parce que la légalité était génocidaire. Après-guerre, aucun survivant ne questionna la légalité de ces schützpass. Tous soulignèrent que le papier faux avait sauvé la vie réelle. Comme le dit Suzanne Tabor, « On demande si les documents étaient vrais. Ma réponse, je suis vivante. Mes enfants existent, mes petits-enfants existent. Voilà un document réel. Le papier que Wallenberg m'a donné était peut-être une fiction juridique. Mais la vie qu'il m'a permis de vivre est une vérité absolue. » Épilogue. Le mystère continue aujourd'hui encore. La disparition de Wallenberg reste non résolue. Le gouvernement russe soutient officiellement qu'il est mort en prison en 1947. Mais les preuves sont contradictoires. Des rapports non confirmés suggèrent qu'il aurait pu survivre dans le système carcéral soviétique dans les années 1960, voire 1970. La famille Wallenberg dépensa des décennies et des millions à chercher des réponses. Le gouvernement suédois fit pression sur l'URSS, puis sur la Russie. Des commissions internationales enquêtèrent. Rien de définitif n'émergea. En 2016, une enquête suédoise conclut officiellement que Wallenberg avait probablement été exécuté en juillet 1947. Mais beaucoup, y compris des membres de sa famille, rejettent cette conclusion. Ce qui est indiscutable, c'est son héritage. Raoul Wallenberg, qui ne vécut que 32 ans et n'opéra à Budapest que 6 mois, sauva plus de vies que presque tout autre sauveteur individuel de la Shoah. Le dernier mot revient à Erzsébet Epstein, sauvé par un schützpass en octobre 1944, qui écrivit en 1985. Raoul Wallenberg comprit quelque chose que les nazis ne comprirent jamais. L'humanité ne peut pas être supprimée par décret. Qu'un papier tamponné peut protéger la vie si celui qui se tient derrière ce papier a le courage d'exiger qu'il soit respecté. Que la bureaucratie, conçue pour le génocide, peut être piratée pour le salut. Les nazis ont construit un système pour tuer. Wallenberg a construit un système pour sauver. Ces outils semblaient dérisoires face aux leurs. Papier contre train, encre contre gaz, cachet contre armes. Mais ces outils ont gagné parce qu'ils étaient animés par quelque chose que les nazis n'avaient pas. La volonté de tout risquer pour des personnes qu'ils n'avaient jamais connues. Je n'ai jamais su ce qui lui est arrivé après janvier 1945. Mais je sais ce qui m'est arrivé. J'ai vécu. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Chacun d'entre nous existe parce qu'un Suédois a décidé que sa vie valait moins que les nôtres, que sa sécurité importait moins que notre survie. Le mystère de sa disparition est une tragédie. Mais la certitude de son impact est un triomphe. Des dizaines de milliers ont vécu parce qu'un homme a transformé une plume en arme plus puissante que n'importe quel fusil nazi. Les nazis ne comprenaient pas comment 10 000 juifs échappaient à la Hongrie. Ils cherchaient des conspirations complexes, des opérations militaires secrètes, des explications qui correspondaient à leur vision du monde. Ils n'ont jamais compris la vérité simple. Un homme avec une plume, du papier et un courage absolu peut vaincre une armée armée s'il exploite la faiblesse fondamentale de l'ennemi. La faiblesse nazie était sa foi dans la bureaucratie.
son respect quasi religieux des documents officiels, son incapacité à imaginer que quelqu'un falsifierait des papiers avec une audace si extrême qu'elle deviendrait indiscernable d'une autorité réelle. Wallenberg a imaginé, il a falsifié, il a sauvé. Et c'est pourquoi, même si son corps a disparu dans une prison soviétique, son esprit vit dans chaque descendant de ceux qu'il a sauvés. Nous sommes son héritage. Nous sommes la preuve que le papier peut être plus fort que le pouvoir, que l'encre peut être plus mortelle que le sang, que l'humanité ordinaire, armée d'une audace extraordinaire, peut vaincre le mal organisé. Un homme, une plume, des dizaines de milliers sauvés. Les nazis n'ont jamais compris, c'est pour cela qu'ils ont perdu.